voici au début de ce petit cycle de vidéos que j'ai intitulé Richelieu versus Apollon, mais qu'ont-ils en commun? À l'origine, il était prévu que je donne une conférence sur mon sujet de thèse au Musée des Beaux-Arts de Tours, mais suite à la crise sanitaire, cette conférence a été d'abord repoussée, puis malheureusement annulée. Sur l'idée du Musée des Beaux-Arts de Tours, j'ai choisi du coup de décliner cette conférence plutôt sous la forme de 4 petites vidéos. Donc avant que vous n'alliez cliquer sur la croix rouge pour aller voir des vidéos de chatons, voici le menu de ce que je vous propose. La mise en bouche sera ainsi consacrée à ma thèse et moi, tandis que le hors-d'œuvre sera, lui, dédié à Richelieu et sa collection d'antiques. Le plat principal, quant à lui, sera une recette pour une bonne restauration de statues antiques. Et le dessert se composera de cette réponse à la question Richelieu et Apollon, mais qu'ont-ils en commun? Venons-en donc à cette première vidéo consacrée à ma thèse et moi. Donc déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Émilie Nedrich, je suis une doctorante franco-allemande en archéologie classique à l'Université de Genève, en Suisse. La question que je sens poindre dans votre esprit, c'est « mais qu'est-ce qu'une doctorante ?» ou un doctorant, ça existe aussi. Une doctorante est une sorte de rat de bibliothèque qui hante les couloirs de l'université au minimum encore 6 ans après avoir passé son baccalauréat. Ma passion pour l'archéologie a commencé très jeune. Déjà toute petite, je creusais des trous dans mon jardin à la recherche d'os de dinosaures. Et bien sûr, je ne tombais que sur des cailloux et des racines, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à m'intéresser à l'histoire, à l'archéologie, de lire des contes et légendes, etc. Ce qui fait que quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé par un bachelor, donc une licence pour la France, un bachelor où j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire des hiéroglyphes en égyptologie et copte et à parfaire ma connaissance du monde antique grâce à l'archéologie classique. Tout ça à l'Université de Genève. J'ai ensuite choisi d'élargir mes connaissances en faisant une première maîtrise en muséologie, cette fois-ci à l'Université de Neuchâtel, donc toujours en Suisse, mais un autre lac cette fois-ci. Cette maîtrise a été vraiment passionnante pour découvrir le monde du musée, c'est-à-dire tout ce qui se passe en coulisses quand vous vous baladez au Musée des Beaux-Arts de Tours, au Louvre, à Versailles, etc. J'ai appris beaucoup de choses, comment tenir un musée, le rôle du conservateur, pourquoi même pas même du directeur, on peut toujours rêver. Mais ça m'avait un peu éloignée de ma passion première, qui est l'archéologie. Pour ce faire, j'ai choisi de faire une seconde maîtrise, cette fois-ci en archéologie classique, donc de nouveau à l'Université de Genève. Et mon sujet de maîtrise, j'ai choisi de le pousser encore plus loin à travers ma thèse. Donc nous voici enfin arrivés à mon sujet de thèse. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse du Fonds national suisse, le FNS, comme vous pouvez le voir dans le bandeau ci-dessous. Le FNS, c'est l'équivalent du CNRS français. Cette bourse d'études me permet de me consacrer uniquement à ma thèse sans avoir besoin de faire des recherches de fond constantes. C'est vraiment un bonus énorme. Donc, mon sujet de thèse. Ma thèse s'intitule « La restauration de la sculpture antique en France au XVIIe siècle, le cas des collections du cardinal de Richelieu, du cardinal Mazarin et de Louis XIV ». Voilà bien un grand titre pour dire que je vais me consacrer à la restauration d'antiques, donc vraiment à la réparation. Puisque voilà, je vois poindre dans votre esprit la question, mais qu'est-ce que ça veut dire restaurer ? Non, il ne s'agira pas de nourrir une statue antique comme on pourrait la restaurer dans une cantine, mais bien de chercher comment est-ce qu'elle a été reconstruite, comment ont été assemblés les morceaux de puzzle que constitue une statue.
Puisqu'en effet, une statue antique n'est jamais faite en un seul morceau. Il y a toujours des morceaux rajoutés. Les bras étaient faits à côté, puis attachés au corps. Imaginez donc le puzzle incomplet que devait représenter une statue sortie de terre, découverte lors de fouilles. Elle pouvait être sacrément amochée selon le contexte dans lequel elle s'était retrouvée au sol. Est-ce qu'elle était tombée d'un fronton de temple, donc à plus de 5 mètres de hauteur? Est-ce qu'elle avait été poussée par les héritiers qui n'en voulaient plus? Ou est-ce qu'elle était simplement tombée de son piédestal par un séisme ou autre catastrophe naturelle? Ou est-ce qu'elle avait été religieusement enterrée dans un temple? Tout ça va faire que la statue découverte va être en différents morceaux, plus ou moins complètes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puisqu'une statue antique devait être intégrale à l'époque de Richelieu, Mazarin ou Louis XIV. Il était impensable de posséder dans ses collections un objet pas complet, comme le torse du belvédère que vous pouvez voir ici. Cela ne se faisait pas. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans les musées, c'est tout à fait normal de voir des statues auxquelles il manque un bras, les deux, comme la Vénus de Milo, une tête, des jambes, voilà. C'est naturel pour nous, mais ça ne l'était pas à l'époque de la Renaissance et après. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet? C'est une grande question. Je m'intéresse particulièrement au XVIIe siècle français. Déjà avant, on avait dans l'histoire française quelques débuts de tentatives de collection d'antiques par les rois, mais ça n'était pas quelque chose de vraiment développé. Je vais quand même vous raconter deux petites histoires. La première, c'est François Ier contre le Laocoon. Alors, le Laocoon, c'est une très grande statue, une très belle statue, découverte en février 1506 à Rome. La statue retrouvée représente donc le prêtre troyen Laocoon, accompagné de ses deux fils qui sont tués par des serpents. La raison pour laquelle ils sont tués, il y a plusieurs versions existantes. L'une des versions dit que le prêtre troyen aurait annoncé que le cheval de Troie, laissé par les Grecs, comme c'est mentionné dans l'Iliade, que ce cheval était un subterfuge, un piège, et aurait lancé une lance contre le cheval. Et du coup, le dieu Poséidon a été très irrité et a envoyé ses serpents pour le tuer, ce qui fait que tous les Troyens ont cru qu'il s'agissait d'un cadeau divin et donc l'ont fait rentrer dans la cité. Ou alors, on a d'autres versions comme quoi il aurait fait un sacrifice dans le temple dédié à Apollon ou à Poséidon, selon les versions. Il aurait fait un sacrifice dans ce temple accompagné de sa femme, alors que c'était interdit. Même encore pire, il aurait couché avec sa femme dans le temple sur l'autel du dieu. Voilà un petit peu les quelques versions qui existent. Toujours est-il que Laocoon va se retrouver aux prises de serpents qui sortent de terre et qui viennent le tuer, lui et ses fils. Donc voici ce qui est représenté dans cette statue. C'est un moment absolument dramatique. On est à quelques minutes de la mort de ces trois personnages. Mais c'est quand même une statue qui aura un succès fou dans l'Antiquité. Donc, comme je le disais, elle est découverte en février 1506 à Rome. Le pape Jules II, qui gouvernait à l'époque, en entend parler, bien sûr, en tant que pape, il avait les oreilles un peu partout, et il va envoyer ses artistes préférés, ses artistes de cour, si vous voulez, dont Michel-Ange, sur place pour aller voir de quoi il s'agit. Donc Michel-Ange arrive, avec ses amis, ils regardent, ils sont époustouflés, ils aideraient même les fouilleurs à la sortir de terre, ils creuseraient de leurs mains aussi pour les aider. Une fois que la statue est sortie de terre, ils débattent sur voilà, l'art antique, la beauté, etc. Ils vont la dessiner, la croquer. Ça devient tout de suite un must. Du coup, le pape Jules II, il se dit non, mais là, il faut que je l'aie. Et en mars, déjà, donc à peine un mois après qu'elle ait été découverte, il l'achète.
Bon, il va falloir un petit peu de temps avant qu'elle se retrouve dans la cour du Belvédère, au Vatican, qui est un espace dédié à la sculpture antique, créé par le pape. Donc, c'est seulement en août qu'elle sera exposée dans le Belvédère. Probablement parce qu'il a fallu un peu de temps pour la nettoyer, la rendre jolie, toute belle, et peut-être réparer un ou deux morceaux qui étaient cassés. En 1520, François Ier a entendu parler de cette statue. Il va même approcher le pape de l'époque, Léon X, qui est de la famille des Médicis, le très grand collectionneur romain. Il va l'approcher et puis il va lui demander un petit peu dans le genre j'adore cette statue, est-ce que tu me la vends? Bon, bah, vous vous doutez bien de la réponse du pape qui a été non. Mais comme le pape ne veut pas fermer la porte entre l'Italie et la France, il va dire à François Ier ne t'inquiète pas, je vais faire une copie en marbre, taille réelle, de la statue par mon sculpteur Baccio Bandinelli. Oh, bah, François Ier, il se dit top, c'est nickel. Donc le sculpteur se met à l'œuvre, et une fois qu'il a terminé, le pape se présente, regarde l'original, grec antique, regarde l'original, regarde la copie, l'original, la copie, l'original, la copie, et dit, je garde les deux, moi. Ils sont trop beaux. François Ier a dû en avoir gros sur la patate à ce moment-là. Ça, c'est presque sûr. Du coup, il prend les choses en main et envoie son sculpteur attitré, le Primatis, à Rome avec pour ordre de faire des moules de la statue originale. Donc vraiment, de prendre toutes ces parties en moule, un peu comme les moules à gâteau qu'on a, hein, mais voilà, faire ça sur la sculpture complète. Donc les enfants, les serpents, le laocoon, tout le monde. Bon, le Primatis étant sur place, il en profite pour faire aussi les autres statues qui se trouvaient à côté du laocoon, tant qu'à faire. Et puis, une fois qu'il a les moules de toutes ces pièces, il rentre sur Fontainebleau avec ses énormes caisses, donc pas sous les bras, ça devait être un peu lourd. Et à Fontainebleau, François Ier avait été prévoyant et avait fait installer un atelier de fonderie juste à côté du château de Fontainebleau. Donc, le Primatis prend en charge le moulage de ces statues en bronze. Donc, pas en marbre, mais en bronze. Ça va durer un petit moment, mais il va mouler toutes les statues du Belvédère, du Vatican, qu'il a ramenées ici. François Ier va ensuite décider de les installer dans la galerie d'Isère. Donc, c'est vraiment une galerie pour l'époque, c'est une sorte de grande salle à loger. Donc, dans cette galerie, voilà, il va installer des bois de serre gigantesques qu'il a ramenés après ses différentes chasses, et il va intercaler les sculptures en bronze, les copies d'antiques. Donc vraiment quelque chose, comme vous pouvez le voir là, quelque chose de splendide, avec bien sûr des peintures, etc. Voilà l'histoire de François Ier. La seconde petite histoire que je vais vous raconter avant d'arriver à Richelieu, Mazarin et Louis XIV, c'est celle d'Henri IV. En effet, c'est vrai que les rois entre deux ont reçu des cadeaux diplomatiques de statues antiques, comme par exemple la très célèbre Artémis de Versailles, ou Diane de Versailles. Mais c'était essentiellement de petits cadeaux, enfin, petits cadeaux, si on peut dire, hein, ce sont vraiment des magnifiques œuvres, mais ce sont des cadeaux diplomatiques que des grands Romains donnaient au roi pour avoir des avantages. Donc Henri IV se rend compte que il y a des antiques, hein, des statues antiques un peu partout dans les différents palais royaux, mais que ça n'est pas rassemblé et du coup pas accessible au commun des mortels, enfin au moins aux chercheurs. Hein. Donc il décide de prendre une partie de son palais du Louvre, hein, qui est encore un palais pour habiter, hein, pas du tout un musée. Donc il prend le palais du Louvre, il prend une galerie qui était plus une salle d'armes à l'époque pour les gardes. Et il va la transformer en galerie des antiques. D'ailleurs, elle va prendre ce nom sur les différents plans de l'époque. Et il va y rassembler un peu toutes les statues de statues antiques qu'il retrouve dans les différents palais.
Et le plus intéressant, c'est qu'à ce moment-là, cette galerie va être ouverte à l'étude. Ça veut dire que les chercheurs, les antiquaires, comme on les appelait, donc les chercheurs archéologues, pouvaient se rendre dans la galerie et étudier les œuvres, les dessiner, les mesurer, les observer, théoriser dessus, etc. Un petit peu comme un musée aujourd'hui. Mais bien qu'Henri IV ait fait cette galerie des antiques, il ne va pas chercher à augmenter énormément la collection. Il aurait bien aimé pouvoir l'agrandir, mais il avait quand même d'autres chats à fouetter à cette époque. Et voici qu'arrive Louis XIII, donc d'abord régence avec Marie de Médicis, puis Louis XIII qui arrive au pouvoir, et en même temps qu'il arrive au pouvoir, il est accompagné du cardinal de Richelieu. Louis XIII ne va pas collectionner les statues antiques à grande échelle. Il va plutôt collectionner des plus petites choses. Voilà. Mais ce n'était pas un roi très, très collectionneur. Par contre, le cardinal de Richelieu, oui. Vous verrez dans la seconde vidéo, il a commencé très jeune à vouloir obtenir des statues antiques. C'est quand même un certain prestige d'avoir des choses pareilles chez soi. Donc voilà, Richelieu, c'est le précurseur des gros collectionneurs d'antiques en France. Ensuite, on a le cardinal de Mazarin qui arrive. En plus, il vient de Rome, donc il amène avec lui toute cette culture romaine de la collection et il va la développer encore plus. Et comme c'est le précepteur de Louis XIV, il va lui apprendre l'amour de l'Antiquité, l'amour des belles choses, des belles statues. Et c'est comme ça que Louis XIV va pouvoir porter le fait de collectionner des antiques jusqu'à son apogée. C'est vraiment cette collection est faite par amour pour l'art en premier lieu, mais aussi pour la gloire personnelle des deux cardinaux et du roi, bien entendu. Parce qu'une statue antique, ça coûte cher, ça coûte plusieurs mois, voire plusieurs années du salaire d'un ouvrier simple. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne peut pas se payer. Et en plus, c'est assez rare, ça ne pousse pas sur les arbres. Voilà un petit peu pour le sujet. La question suivante qu'on pose régulièrement, mais c'est à quoi ça sert d'étudier ça? À quoi ça sert de faire une thèse? C'est vrai que les thèses n'ont peu, voire pas d'impact direct sur la vie de tous les jours. La mienne ne fera pas exception, ça ne va pas vous changer votre demain, votre lendemain. Mais elle va quand même servir à quelque chose. Si. Déjà, il s'agit d'un travail inédit, ça veut dire qu'il n'a pas encore été fait. Donc quelque chose de complètement nouveau qui va pouvoir aider la recherche à aller plus loin dans l'histoire de la France, dans l'histoire des collections, donc déjà françaises, l'histoire des collections archéologiques, mais aussi l'histoire des collections européennes qui sont la base de nos musées. Et en fait, mon travail va être aussi pluridisciplinaire. Ça veut dire que je vais mêler différentes méthodologies dans mon travail pour vraiment essayer de, si je puis dire, éplucher tout sur mon sujet. Déjà, je vais me baser sur une méthodologie archéologique, puisque c'est vraiment la base de mes recherches. Mais je vais aussi aller chercher une méthodologie de l'histoire de l'art, puisque je vais me consacrer au lieu de présentation, au tableau, et puis à tout ce qui est muséologie, muséographie, comment est-ce que c'était présenté, les recherches qu'il y a eu dessus, les études, les réflexions. Et donc, cette pluridisciplinarité se retrouve aussi dans les sources que je vais utiliser. Donc, quand j'utilise sources, c'est matériel, littéraire, c'est tout ça. C'est tout le terreau de ma thèse. Il va être constitué, bien entendu, des statuts, mais aussi des lieux de présentation, d'exposition. Donc, ça, je vais pouvoir, bien sûr, les palais ne sont plus en place comme ils l'étaient au XVIIe, mais je vais pouvoir retrouver ces informations dans des catalogues, des inventaires, des récits de voyageurs, La Fontaine qui dit oui, dans telle pièce, il y avait telle et telle chose. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ce genre de choses. Et puis, tout ce qui est archives aussi pour la littérature, les lettres, les milliers de lettres qui ont été échangées, les textes. Voilà. Alors, il me reste encore une bonne année de recherche. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails dans les vidéos suivantes, puisque mon travail reste encore inédit et qu'il n'est pas publié du coup. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être juste une redite vague et barbante de ce qui existe déjà.
j'ai quelques petits éléments croustillants à vous proposer. Et donc, concrètement, comment est-ce que je vais procéder? Alors déjà, je me rends depuis quelques mois, essentiellement avant la crise sanitaire, dans les archives, dans les bibliothèques telles que la BNF, la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, à Paris, rue de Richelieu. Ça peut être aussi les archives diplomatiques de la Courneuve, d'autres lieux d'archives, etc. Donc là, je vais aller fureter, voilà, jouer au rat de bibliothèque mentionné précédemment. Comme vous le voyez sur cette image, c'est vraiment ça qui m'attend. Des fois, c'est se retrouver devant un manuscrit, on ne peut pas le photographier, on ne peut surtout pas le photocopier, hein. On a à peine le droit d'y toucher, et il faut travailler dessus. Et le plus intéressant, c'est qu'il faut en plus le déchiffrer, parce que ce n'est pas toujours écrit à la machine. Au XVIIe siècle, on écrivait encore beaucoup à la main. Donc, c'est vraiment de la graphologie à ce niveau-là, et c'est quelque chose de super intéressant, de très amusant, mais qui me demande du temps. Et qui me demande de la réadaptation après, parce que j'ai tendance à écrire de la même façon, donc illisible pour aujourd'hui. Le deuxième point concret, comment je vais fonctionner, c'est auprès des statues. Je vais littéralement me transformer en Sherlock Holmes sur une statue. Je prends ma loupe, sans rien, hein, je prends une loupe et je vais l'étudier de la tête aux pieds à la recherche d'une trace de restauration. Ça peut être une griffure laissée par un outil, ça peut être un endroit où on a poncé pour enlever un truc qui traînait, que le sculpteur trouvait moche, sculpteur du XVIIe bien sûr. Voilà, c'est vraiment de l'étudier de fond en comble. Alors, ça va m'amener à étudier des zones qui ne sont pas toujours regardées et qui peuvent paraître étranges à toute personne qui passerait à côté de moi. Donc, si un jour vous voyez quelqu'un qui étudie les fesses d'une statue avec beaucoup d'attention et à l'aide d'une loupe, ne prenez pas peur, ce n'est pas quelqu'un qui est fou, mais c'est probablement un archéologue. Donc, n'hésitez pas à venir vers cette personne, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera mes collègues, et de lui demander ce qu'il fait. On aime beaucoup partager notre sujet avec les autres, et ça m'est déjà d'ailleurs personnellement arrivé de discuter de mon sujet avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, et cette personne m'a donné des idées auxquelles je n'aurais pas pensé parce que je suis sur mon sujet de thèse et je ne vois pas, on perd très vite la vue intégrale de la recherche. Donc voilà, c'est toujours très intéressant, donc n'hésitez pas. En général, à moins de tomber sur un vieil ours grincheux, vous serez toujours bien accueillis et ça sera toujours un moment mémorable pour tout le monde. La troisième partie vraiment concrète de mes actions sur le terrain, en dehors de fouiner dans les archives ou d'observer les statues de tous les côtés, ça sera de mettre en œuvre la technique du RTI, Reflectance Transformation Imaging. C'est une technique qui a été mise au point par le Cultural Heritage Imaging, le CHI, il y a quelques années, et qui permet par toute une technique photographique et un logiciel d'intégrer donc ces photos et de pouvoir voir des choses peu, voire pas visibles à l'œil nu. Donc là, vous pouvez voir l'installation que ça peut faire, ça fait vraiment un peu futuriste, alien, mais ça fonctionne. Ça donne des résultats magnifiques et j'ai d'ailleurs pu commencer à mettre en œuvre ceci au Musée des Beaux-Arts de Tours, que je tiens vraiment à remercier ici parce que ils ont vraiment, leur accueil a été fantastique. Ils m'ont permis d'accéder aux statues en dehors des horaires d'ouverture, donc vraiment pouvoir installer tout ça sans danger. C'était vraiment très bien. Vous verrez des exemples de ce travail dans les vidéos suivantes. Voilà, donc pour conclure, je vais dire que mon travail, de façon d'ailleurs très impartiale, bien entendu, que mon travail est très utile puisqu'il va permettre de replacer le rôle de la France dans la collection des antiquités et de pouvoir le mettre à un niveau d'égalité avec l'Italie. Puisque en général, on porte l'Italie au nu pour la Renaissance, et c'est vrai que l'Italie, c'est le berceau de la Renaissance, mais il ne faut pas oublier la place de la France. Et je veux replacer par ce travail le cardinal de Richelieu, le cardinal Mazarin et Louis XIV à leur place véritable de précurseurs de la collection d'antiques
que les chercheurs ont tendance souvent à oublier. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée au cardinal de Richelieu et ses collections antiques. À bientôt!